Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans les quartiers généraux de la Golden Globe Race 2018 au Sable d'Olonne en ce mardi 18 décembre. Et on va s'intéresser dans un premier temps, vous voyez la distance qui sépare encore donc le leader de la course, Jean-Luc Vandened, 73 ans. Impérial leader depuis des mois maintenant de cette course autour du monde sans escale et sans moyens modernes de navigation. Et donc voilà, quand on pointe un petit peu le toggle roller, cet outil qui permet de donc mesurer la distance entre deux points sur les sables d'Olonne, vous voyez, au passage, on est dans un système météorologique assez perturbé, on va dire, et c'est joli à regarder, mais j'aimerais pas être en mer là, dans cette zone du monde. Bref, donc pour s'intéresser à la distance qui sépare les Sables d'Olonne de notre ami Jean-Luc, eh ben on se rend compte qu'il y a encore 300 000. Donc encore une longue distance à parcourir. Sachant que voilà, une remontée de l'Atlantique n'est jamais anodine, surtout après un presque tour du monde. Donc beaucoup de choses peuvent encore se produire, évidemment. On sait que Jean-Luc a un mât fragilisé depuis qu'il s'est fait coucher par une grosse vague donc au large du Chili. Depuis, il a décidé de réparer et de ne pas s'arrêter. Il a effectué donc une réparation qui semble tenir, même si visiblement, en fonction des allures de navigation, la blessure du mât bouge encore un petit peu. Il a été obligé de remonter à nouveau dans le mât pour resserrer un petit peu son brelage. Voilà, c'est quelque chose qui le surveille avec beaucoup d'attention et qui évidemment pose souci dans sa lutte qu'il oppose à Mark Slatz. On va regarder maintenant la distance qui le sépare de Mark Slatz. On va grossir un petit peu parce que ça sera quand même plus facile à lire. Voilà, la distance qui le sépare de Mark Slatz. Voilà, on va essayer d'être assez précis quand même. Voilà, elle est environ, elle est à la louche 800 000. Donc finalement, Jean-Luc, ces derniers jours, a réussi à reprendre un petit peu d'avance sur Mark Slatz, ce qui est intéressant, puisque bon, logiquement, sachant que lui, il est quand même un petit peu handicapé par son avarie de mât qu'il doit préserver. Et le fait qu'il a un mât plus court d'1,50 m et des voiles sur enrouleur, il est censé être un petit peu moins performant dans la remontée de l'Atlantique, sauf qu'évidemment la météo s'en mêle et que la distance qui sépare ces deux marins fait qu'ils ne sont pas dans le même système météorologique et que forcément ça influe sur la vitesse des bateaux. Et donc là, on se rend compte que Jean-Luc, on va regarder un petit peu sa vitesse ce matin. Il est à 4 nœuds 2, donc voilà, il est au pré, mais c'est pas vraiment du pré serré. A priori, ces bateaux ne sont pas forcément faits pour remonter avec un angle serré au vent. Donc voilà, il est au pré, mais bon, il est bâbord à mur, donc a priori, c'est le côté le moins gênant pour lui, sachant que l'avarie est un peu plus importante de l'autre côté du mât. Voilà, il remonte. Alors, il risque d'être gêné évidemment par si le vent ne tourne pas au bout d'un moment, il va être obligé de tirer un bord qui serait assez destructeur en termes de vitesse de rapprochement au but. Parce que là, ça l'obligerait même à descendre un petit peu vers le sud. On va regarder un petit peu l'évolution du vent pour voir si... voilà, logiquement, l'orientation du vent devrait tourner dans le bon sens et lui permettre de continuer à remonter le long de la côte du Brésil
sans être obligé de virer de bord. Vous voyez, c'est important parce que sinon, s'il reste coincé par là, il sera obligé de repartir un peu dans cette direction-là et donc de perdre beaucoup de terrain avant de remonter à nouveau vers le nord. Mais là, logiquement, vu l'orientation du vent, vous voyez, il va pouvoir faire un petit mouvement de cuillère comme ça et hop, logiquement passer au large de la pointe de Récif, mais en tout cas, ça va l'obliger de toute façon à rester près des côtes. Voilà, donc il a assez peu de marge et il faut espérer évidemment que le vent eh bien, ne l'oblige pas à faire un virement, et je vous le disais, qui serait vraiment destructeur en termes de vitesse de rapprochement au but. Pour Mark Slats, on va regarder un petit peu quand même avant de quitter notre ami Jean-Luc, un petit peu le temps qui va la météo qui va le suivre. Donc là, a priori, après, il va récupérer les alisés pendant tout un moment qui vont lui permettre de remonter vers donc, eh bien, je le disais tout à l'heure, la pointe de Récif et donc l'équateur, vous voyez là au point 00. Donc là, logiquement, après, ça devrait être relativement simple. La seule difficulté, c'est celle que je vous évoquais tout à l'heure, voilà, celle de se retrouver coincé par là, mais a priori, ça ne lui arrivera pas. Donc maintenant, intéressons-nous à notre géant danois, Mark Slats, donc deuxième de la course pour l'instant, et bon, qui est en droit d'espérer encore gagner la course, puisque tout est possible. Il y a encore, on le disait tout à l'heure, 4700 milles à parcourir pour Jean-Luc. Pour Mark Slats, un peu plus, donc il peut se passer beaucoup de choses. Pour l'instant, là, il est obligé, lui, il perd un peu de terrain, parce que voilà, il est obligé de tirer vers l'est, du fait de l'orientation du vent, et on va regarder ensemble combien de temps ça va lui prendre encore. Bon, bah déjà, toute la journée d'aujourd'hui, il va être obligé de remonter. Voilà, le vent risque de baisser un petit peu. Et voilà, à partir de demain, on voit qu'il y a un système qui se développe sous lui et qui devrait lui apporter des vents un peu plus portants, qui devrait lui permettre de faire route directe vers le nord. Alors cette petite transition, là, ça va être intéressant de voir. Bon, logiquement, il l'aura passé demain, donc il devrait se retrouver un petit peu par là. Donc il devrait être obligé de continuer jusqu'à après-demain, voilà, dans un vent de nord qui va le contraindre ben voilà, à faire du pré. Ouais, ça va durer encore un moment, donc ça va l'obliger à s'écarter donc de la route directe. La route directe, on va la matérialiser grâce à ce petit outil-là. Vous voyez, la route directe, elle est là. Ça, c'est la route la plus courte, mais pas forcément la plus rapide, évidemment, puisque, vous le savez, en voile, c'est assez classique de le dire, mais c'est une réalité. La route la plus courte n'est pas forcément la plus rapide, parce qu'elle est liée à la météo et donc à ce qui fait avancer les bateaux. Et ça peut être la route la plus rapide si les vents permettent de la suivre, mais si les vents s'y opposent, eh bien évidemment, il faut contourner. Donc voilà, jusqu'au 20 au soir, il devrait voilà, continuer à s'écarter de la route par l'est. Et on va voir si, à partir du 21, ça s'améliore un peu. Eh ben non, il en a encore pour quelques... Ah ouais, il en a encore pour un bon moment. Les modèles montraient il y a quelques jours une météo un peu plus favorable pour Marc, mais là, voilà, il a des vents de face pendant tout un moment, donc ça devrait quand même bénéficier à Jean-Luc. Voilà, il faudra attendre voilà, au moins jusqu'au 23 pour voir, vous voyez, cette masse de vent là qui va... de vents de sud-ouest qui vont pouvoir l'emmener au portant. Mais ça ne sera pas avant le 23, quoi. Donc, bon, est-ce que ce sera un beau cadeau de Noël pour Mark Slats? On verra, mais en tout cas, il va falloir qu'il attende encore un petit peu. Au moins entre 4 et 6 jours pour voir le vent portant
le faire remonter directement vers le nord. D'ici là, il faudra qu'il tire des bords. Donc logiquement, au vu de ces prévisions-là, Jean-Luc, si il arrive à ne pas empanner, à ne pas virer, il devrait étendre un petit peu donc son avance sur Mark Slatz voilà, dans son approche de l'équateur. Donc ça va être intéressant à suivre les prochains jours. Maintenant, beaucoup plus bas, voilà, donc ça c'est une belle image, c'est notre ami l'estonien Uku Randma qui est en fait en approche du Cap Horn. On va mesurer la distance voilà, qui le sépare voilà, de ce rocher symbolique qui matérialise eh ben, le retour dans l'Atlantique. Voilà, c'est un rocher mythique évidemment dans l'histoire de la course au large parce qu'il symbolise évidemment l'entrée dans l'Atlantique, mais surtout la fin du Grand Sud, la fin de ces contrées hostiles voilà, que les marins craignent à juste raison et qui est une zone où le trafic maritime est très peu développé, ce qui fait que voilà, en cas de problème, eh ben, c'est vite compliqué d'organiser des secours parce que la densité maritime est très faible, ce qui n'est pas le cas évidemment de l'Atlantique. Donc la fin du Grand Sud, c'est souvent synonyme d'un retour entre guillemets à la civilisation et surtout à la capacité, en cas de problème, d'être récupéré relativement vite, puisque la densité maritime est beaucoup plus forte et que la proximité des côtes, évidemment, est plus importante aussi. Donc ce n'est pas anodin, et puis voilà, c'est une marque symbolique dans un tour du monde. C'est le dernier grand cap que passent les marins de la Golden Globe Race. C'est le retour dans l'Atlantique, et donc c'est très très signifiant pour Uku, j'imagine, qui doit être quand même très heureux de s'approcher de ce point symbolique qui va lui ouvrir les portes de l'Atlantique. Donc là, quand on mesure la distance, il est une centaine de milles, il navigue à 6 nœuds 5, donc logiquement, ben voilà, dans moins de 24 heures, il devrait se retrouver au niveau du Cap Horn. Alors on va regarder un petit peu la météo qui va l'accompagner. Et ben là, il est à l'arrière d'un système relativement puissant, voilà, qui va petit à petit décroître. Donc il devrait passer le Cap Horn dans des conditions relativement faciles, au portant. On va regarder un petit peu l'état de la mer aussi. Donc évidemment, il y aura quand même de la mer, hein, parce que voilà, bah, c'est quand même des zones où la taille moyenne des vagues se situe facilement entre 3 et 6 mètres. Donc voilà, il va passer le Cap Horn dans un vent relativement maniable, mais dans une mer encore formée. Vous voyez, on va s'écarter un petit peu pour voir, vous voyez la différence un petit peu entre la houle donc, qui habite toute cette zone du Grand Sud et bah, celle donc à l'abri de la côte qui eh ben, va faire partie des premiers milles que donc l'Estonien va parcourir dans l'Atlantique Sud. Vous voyez, il y a quand même une grosse différence de hauteur de houle qui est matérialisée par les couleurs là. Si on regarde le bleu, c'est jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50. Et quand on attaque le rose et le bordeaux, eh ben on est plus aux alentours des 6 mètres. Donc c'est assez marrant de voir, vous voyez. Là, ça donne une petite idée un petit peu des mouvements de houle à l'échelle du monde. Et on voit clairement que bah, dans le Grand Sud, la moyenne, elle est plutôt aux alentours des 6 mètres que des 3 mètres. Et on voit tout à fait comment se découpent les zones en fonction évidemment du vent, des perturbations et de la houle. On voit que bah, évidemment, entre le sud du Brésil et puis donc là c'est les alentours du Sénégal, et ben
on est sur des zones beaucoup moins perturbées en termes de houle. Et ça montre un petit peu aussi, voilà, à l'échelle du monde, les différents types de météo auxquels les marins ont à s'affronter. C'est toute une succession de systèmes qui impliquent différents rythmes et différents environnements. Et c'est ce qui fait aussi la beauté d'un tour du monde tel que le Golden Globe. Donc voici pour la situation de houle courant de main. On a vu qu'a priori le vent va baisser, la houle va se maintenir, mais bon, en tout cas, il n'attaquera pas le Cap Horn dans des conditions trop difficiles. Notre ami Istvan Kopar. Alors lui, on avait peur un petit peu qu'il soit menacé par une dépression qui se présentait vraiment comme quelque chose d'énorme, de très menaçant, sans doute la plus grosse tempête qu'aurait connue la Golden Globe Race 2018. Mais petit à petit, écoutez, ce système, finalement, c'est un peu comment dire, dissolu, c'est un peu décomposé, en tout cas a perdu beaucoup de sa force. Et donc, a priori, il ne va pas être menacé plus que ça, si ce n'est qu'il va devoir quand même affronter une série de dépressions jusqu'à son arrivée au Cap Horn qui va quand même le bousculer, quoi. Donc, mais enfin, voilà, rien de bien, on va dire, original dans ces zones-là du monde. Donc, on va prendre un petit peu de recul. Voilà. Donc, Istvan également est évidemment à naviguer tout un moment dans la zone donc de navigation interdite, mais il n'a pas été pénalisé puisque c'était à la demande de la direction de course qui l'a encouragé à descendre plein sud à un moment où il devait éviter une dépression qui était vraiment méchante. Et donc il est rentré dans cette zone-là, mais il n'aura pas de pénalité puisque c'est la direction de course qui l'a vraiment encouragé à descendre dans cette zone-là. Donc voilà, on va l'enlever. Et puis maintenant, on va s'intéresser au temps donc qui va accompagner notre ami Istvan Kopar. On va regarder à quelle distance il est, lui, également du Cap Horn. Alors, le Cap Horn, c'est à peu près, c'est caché par... Donc voilà, il est encore à 1650 000 du Cap Horn, donc il y en a pour un moment, plus d'une... voilà, entre 10 et 15 jours. Et donc, on va regarder la météo qui va l'accompagner pendant la semaine prochaine. Donc, vous voyez, là, il est dans un vent de nord relativement modéré. Bon, alors, il faut considérer évidemment que lui, il va avancer un petit peu à mesure que... Donc là, il va se retrouver quand même face à un vent qui va l'obliger à plonger un petit peu vers le sud. Et après, il va pouvoir reprendre sa route à l'arrière du système. Donc vous voyez, il y a toute une série de dépressions qui vont l'accompagner. Mais bon, rien de menaçant, si ce n'est que ce sera inconfortable. Mais vous voyez, il n'y a pas de gros système qui se développe. C'est une série de bandes de vents forts qui se succèdent. Mais rien de comparable à ce qui menaçait donc l'américano-hongrois la semaine dernière quand on regardait les prévisions. Il y aura même des zones de vent un petit peu faibles. Voilà, donc là on est déjà rendu au 21. Alors là un système un petit peu plus puissant, bon, qui devrait le rejoindre, mais c'est pareil, qui va se délayer un petit peu donc au fur et à mesure qu'on avancera dans le temps. Donc bon, voilà, peut-être aux alentours, oui, enfin voilà, pas de couleur bleue qui correspondrait à des vents entre 50 et 60 nœuds. Logiquement, il devrait toujours se situer avec un maximum de 45 nœuds, bon, sachant que tout ça, ce ne sont que des modèles, évidemment, et que souvent la réalité est un petit peu plus violente que celle que nous montre donc la cartographie donc, de la Golden Globe Race. Mais donc Istvan, voilà, a priori, n'est plus menacé par le coup de vent que l'on craignait la semaine dernière.
Maintenant, notre ami Tapio, alors lui, il est toujours en bordure donc de la no-go zone. Je vous le rappelle, il avait eu beaucoup de difficultés à entrer dans le Pacifique puisqu'il s'était affronté à des vents d'ouest qui lui vraiment comment dire, interdisait l'entrée dans le Pacifique. Il est resté tout un moment là dans le sud de la Nouvelle-Zélande et il a fini quand même par remonter le long de la Nouvelle-Zélande comme ça et après redescendre un petit peu auprès jusqu'à réussir à passer ce passage de la no-go zone. Et donc maintenant, voilà, il est poussé, donc là, en ce 18 décembre, par un bon vent de nord-nord-ouest, de ouest-nord-ouest, pardon, qui le pousse comme ça sur un angle qui lui permet de faire un peu de vitesse. 4,4 nœuds, bon, c'est pas énorme, mais il faut se rappeler que Tapio Lehtinen, comme de nombreux autres concurrents de la course, a sa coque recouverte de parasites qui freinent largement sa progression. Heureusement, maintenant, il est au portant, donc ça le permet quand même d'avancer pas mal. 4 nœuds 4, c'est pas non plus une vitesse ridicule avec ces bateaux-là. Et maintenant, on va s'intéresser un peu à la météo qui va l'accompagner. Donc là, il va rester dans un régime d'ouest-nord-ouest qui va l'accompagner tout un moment, qui va faiblir un petit peu à partir de demain. Pour voilà, faiblir largement voilà, à partir de demain après-midi, mais bon, il continuera à avancer. Et donc là, il va y avoir un petit système de transition qui risque de le ralentir un petit peu par là, et après le vent va passer au sud, ce qui lui permettra de faire route directe vers l'est, toujours à bonne vitesse. Et là, il y a un système de haute pression qui pourrait bien le rattraper, et donc le ralentir évidemment de façon assez importante à partir du 20 décembre. Et qui devrait rester une journée à peu près sur lui avant que eh bien, voilà, le vent repasse au nord et lui permette de continuer voilà, à faire sa route vers l'est tranquillement jusqu'à la fin de la zone de navigation interdite. On va regarder à quelle distance elle est à peu près. Ah oui, il est encore très loin. Hein. Voilà. Ouais, il est encore à 1700 milles, hein, donc il a encore des milles à parcourir pour pouvoir amorcer sa descente vers le Cap Horn. Donc vous voyez encore un grand écart entre les bateaux. Voilà, Jean-Luc est lui là au large du Brésil et il remonte doucement vers la pointe de récif. Et lui, Tapio Lehtinen, eh ben, il est encore au premier tiers de l'océan Pacifique, donc c'est un écart qui est très important. Marc Sinclair, lui, il a décidé de rester chez lui à Adélaïde parce que bon, c'était un petit peu compliqué pour lui de repartir. Et notre ami Igor, lui, il est toujours donc à Albany. La coque de son bateau est nettoyée, mais donc il a effectué des contrôles médicaux qui ont décelé des soucis dont je n'ai pas la précision et qui vont l'obliger à aller à Moscou et à subir peut-être une opération. Donc pour l'instant, c'est un peu stand-by pour notre ami russe Igor Zaretsky. Il a l'intention, lui, de continuer le plus rapidement possible, mais avant cela, il doit faire un vrai check-up médical et c'est ce qui déterminera s'il va continuer ou pas. Donc voilà un petit peu pour ce petit point météo du 18 décembre, de ce mardi 18 décembre. Voilà, donc Jean-Luc toujours en tête, il a augmenté un petit peu son avance. Et il est à 4700 milles des Sables d'Olonne. Là, il devrait voilà, toucher l'Alizé, un alizé relativement régulier qui devrait lui permettre là, de passer la pointe de récif, logiquement sans avoir l'obligation de virer et de faire un bord qui sera un petit peu destructeur par rapport, je le disais tout à l'heure, à sa vitesse de rapprochement au but. Mais a priori, selon les modèles, il devrait pouvoir y échapper. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis donc à demain pour un point écrit. Ciao!